Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Effet Papillon, ici Lynne Drouin. Merci de nous suivre sur les ondes de CJMD 969 FM à Lévis. Au programme aujourd'hui, nous allons faire un très beau voyage grâce à notre nouvelle recrue, Marie-Julie Caillouette, qui va venir nous faire le récit de ses voyages initiatiques. Et elle nous présente sa première chronique aujourd'hui sur l'Inde du Nord. Ensuite, nous poursuivrons notre aventure dans le monde des livres avec Éric Trudel, qui nous revient cette saison-ci pour ses chroniques de lecture. Et nous aurons la chance de nous entretenir avec lui dans la dernière partie de l'émission sur son implication au sein du groupe Homme Québec. Alors, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? C'est parti! Bonjour Marie-Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, on commence en force ce matin. On dirait qu'on suit le cours du vent. Oui, il y a une belle force. Bonjour Éric Trudel. Oui, bonjour Lynne. C'est effectivement le bon vent qui m'amène. Oui, hein, c'est le bon vent. Comment ça va toi Éric? Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on t'a pas vu. Tu nous reviens avec tes chroniques littéraires ce matin. Ben oui, en fait, j'étais très occupé. Vous savez, il y a eu une campagne électorale. Oui, alors je me suis impliqué bénévolement et ça a été une belle expérience. Puis c'est très demandant. Alors, c'est pour ça que j'avais pris un petit break. Là. Oui, bon, ben tu nous reviens en force dans ce cas-là. Oui. Puis tout de bonne humeur. J'ai hâte d'entendre parler de tes critiques, de tes suggestions littéraires. Fait que bienvenue, c'est le fun. Merci. On a une belle équipe ce matin. Puis là, on a notre nouvelle recrue, je disais tout à l'heure, avec Marie-Julie Caillouette, qui va venir nous parler au courant de cette année, de ses voyages initiatiques, parce que quand je t'ai rencontré au Salon du mieux-être à Lévis, je me suis mis à parler avec toi. Je t'ai posé des questions. Où est-ce que tu étais rendu? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu étais déjà venu à l'émission en 2017. Oui. Tu étais venu faire une entrevue. Mais là, depuis un an, on s'était pas jasé. Puis là, j'avais hâte d'avoir de tes nouvelles. Puis là, j'ai appris que tu faisais des voyages initiatiques. Tu avais l'air très impliqué, très passionné de ça. Puis instantanément, j'ai dit, viens faire des chroniques voyages initiatiques. Je trouve tellement que, en plus, tu en organises. Fait que je trouve que tu vas nous donner des belles suggestions de voyages. Puis, en tout cas, bienvenue ce matin, je suis contente. Puis, avant de te présenter, avant que tu nous présentes ta chronique en voyage initiatique, j'aimerais te présenter aux auditeurs parce que toi, Marie-Julie Caillouette, tu es une voyageuse dans l'âme. Mm-hmm. Tu as ressenti vraiment un appel très fort en toi de voyager, puis de parcourir différentes cultures, de t'imprégner de la philosophie, de la spiritualité, puis des coutumes des pays et des religions. Tu es accompagnatrice en mieux-être, c'est pour ça qu'on t'avait invité la première fois. Tu es géobiologue, conférencière, puis tu as voyagé dans plusieurs pays, étudié en tourisme et en géobiologie. Puis tu combines maintenant tes passions avec tes facultés de naissance, on pourrait dire de la médiumnité, Marie-Julie? Oui, on peut dire ça. Afin aujourd'hui de proposer des voyages initiatiques. Dans quelques jours, tu vas partir en voyage initiatique. Tu vas t'aventurer dans l'Inde du Nord, accompagné d'un groupe. Et tu vas parcourir les terres indiennes pour la deuxième fois cette année. Mm-hmm. Rien de moins. Ouais. Ça veut dire que ça a eu vraiment de l'impact sur toi. Puis tu te prépares actuellement pour un voyage de 2 mois. Et pour toi, c'est un rêve qui se réalise. Alors, quand est-ce que tu as fait ton premier voyage en Inde du Nord, Marie-Julie? Mon premier voyage s'est fait cet hiver. En fait, je suis partie au mois de février-mars. Okay. C'était une aventure qui était imprévue. Bien sincèrement, la majorité de mes voyages que j'entreprends se font, oui, par la spontanéité, mais se font par l'appel à l'intérieur. Quand je sens l'appel, quand je sens la vibration à l'intérieur de moi, que oui, c'est à la bonne endroit que je dois aller, qu'il faut que je sois. Alors, j'y vais par cet appel-là et je fonctionne de ce sens-là. Il n'était pas prévu dans mon programme, dans mon horaire, que j'aille en Inde cet hiver. C'est par... on dit que le hasard n'existe pas, effectivement. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Comment est-ce que ça s'est déroulé, le voyage en Inde cet hiver, et pourquoi est-ce que j'y retourne cette année? En fait, j'y retourne dans 10 jours. Je suis dans les préparations présentement et je vais y retourner également l'année prochaine.
Alors, l'Inde m'a appelé fortement, comme je pourrais dire. Une connexion très profonde avec ton âme. Tu ressens quelque chose au niveau physique, ton âme? As-tu des souvenirs de vie passée, par exemple? Ça peut être jusqu'à ce niveau-là? Comment tu vois ça? Oui, bien, ça fait depuis que je suis toute petite que je veux aller en Inde. Okay. C'est un rêve de... Oui, c'est un rêve d'enfance, mais qui ne se réalisait pas. Ça fait au moins 3 à 4 ans que je tente d'y aller à chaque année, que je prévois mes choses, que je prévois dans mon horaire pour partir en Inde. Mais il y a toujours quelque chose qui me freinait, toujours quelque chose qui arrivait que, hop, ça n'aboutissait pas. Ce n'était pas encore le moment d'y aller, c'était pas encore le temps. Et c'est à ce moment que, quand le temps est arrivé, que tout s'est placé, la petite histoire, comment est-ce que c'est vraiment cocasse. L'année dernière, je suis allée faire le chemin de Compostelle. Je suis partie pendant 1 mois et demi en France faire le chemin de Compostelle. Avant premier de partir à Compostelle, moi, je voulais partir en Inde. Je voulais réellement partir en Inde, aller parcourir les terres indiennes. Je voulais partir un bon mois et demi, 2 mois. Mais ça s'est pas produit. C'était pas le bon temps. Alors, je me suis dit, bien, je vais aller faire le chemin de Compostelle. Et sur le chemin de Compostelle, bien, j'ai fait des prises de conscience. Qu'est-ce que je voulais pas, qu'est-ce que j'aimais pas. Et quels étaient réellement mes rêves. Et c'est sur le chemin que j'ai réalisé que je voulais voyager. Le voyage, c'est ce qui vibre au plus profond de mon être, de mon essence. Avant toute chose, j'ai étudié en tourisme. Alors, j'ai une formation en tourisme et j'ai une formation en géobiologie, qui est la science des énergies subtiles. Aller voir les chakras de la Terre, aller voir les vortex, connaître la Terre dans son ensemble énergétique. Alors, c'est vraiment un beau domaine. Et lors du chemin, j'ai eu ces grandes prises de conscience-là. Je veux faire des voyages. Je veux faire des voyages initiatiques. Et c'était tellement fort en moi que j'en ai pleuré. J'en ai pleuré tel que ça vibrait dans mon cœur, dans tout mon être. Mon être au complet était en accord avec ce choix-là. Ce choix de vie que je voulais faire de ma vie, de ma carrière, mais au-delà de toute chose, de mon essence. Et je continue le chemin. Et j'ai pour mon dire que quand on fait un rêve, quand on apporte une demande au profond de soi-même, c'est ainsi qu'on prend une balloune. Et dans la balloune, on inscrit notre rêve. Et quand l'intention elle a été faite, on envoie la balloune dans l'univers, dans le ciel. On ne sait pas qui va prendre la balloune, on ne sait pas du tout si la balloune va arriver à bon port. Et ma balloune, elle a été envoyée. Mais il y a quelqu'un qui a vu une balloune flotter dans le ciel et a pris la balloune. Et lorsqu'elle a pris la balloune, bien, c'est elle-ci qu'elle a vu mon intention, mon souhait qui était inscrit à l'intérieur. Alors, pour vous dire que quand je suis arrivée, quand je suis revenue au Canada, de mon périple à Compostelle, bien, ma balloune, elle avait été envoyée. Et il y a une agence de voyage en Inde, une agence de voyage spirituelle en Inde, qu'on appelle l'agence de voyage Himalaya, qui a attrapé ma demande. Alors, ça le fait en sorte qu'ils ont vu mes vidéos sur Internet, ils ont vu ma page Facebook, également mon site Internet. Ils en ont aucune idée comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver sur mon profil. Et j'en ai aucune idée. La magie du destin. Exactement. Alors, je dis, j'ai envoyé ma demande qui était au plus profond de mon être et ils ont reçu cette demande-là. Alors, ils ont pris contact avec moi. Ça faisait 1 mois que j'étais revenue de Compostelle. Et là, j'en revenais pas. Je dis, c'est ce que j'ai demandé au plus profond de moi. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout à gagner de simplement répondre au courriel et voir que si c'est une agence qui est sérieuse, parce que tu te dis, c'est en Inde, c'est pas n'importe quoi, est-ce que je peux faire confiance? Alors, je me suis dit, OK. Et j'ai fait mes petites recherches, mais je suis allée regarder mon sentiment, mon feeling à l'intérieur de moi. Mais ça vibrait, la même vibration
de quand j'avais fait ma demande sur le chemin de Compostelle. Alors, c'était mon signe pour dire, oui, t'es correct. Mais là, le mental, il venait, ben non, hey, tu sais pas, peut-être que c'est pour te faire avoir, peut-être bien. Mon mental, il était très scénariste. Il m'a beaucoup mis des scénarios. Un beau vraiment. film de catastrophe. Exactement. Tout ce qu'il a pu envisager, il le fait. Mais je suis allée au-delà de cela. J'ai dépassé cette peur-là. Alors, je me suis dit, oui, j'embarque dans cette aventure. Mais là, je me suis dit, OK, j'embarque dans une aventure en Inde, faire un voyage initiatique, emporter un groupe québécois, en fait, un groupe francophone, que ce soit des Français, que ce soit des Québécois, l'important que ce soit des personnes qui sont francophones, partir en Inde. Mais moi, je les guide. Oui, la partie spirituelle, ça, bien, c'est ce que je fais dans ma vie. Mais je suis jamais été en Inde. Alors, comment est-ce que je peux les accompagner? Alors, c'est le questionnement que je m'avais posé en moi. Et c'est comme cela qu'un mois avant de partir, en fait, au mois de janvier 2018, j'ai décidé, tout bonnement, bon, ça y est, je pars en Inde visiter l'endroit où ce que je vais aller avec un groupe. Et j'étais jamais été en Inde de ma vie, j'étais jamais été en Asie encore. Mais tu faisais ça toute seule, là? T'es partie à l'aventure seule pour cette fois-là? Je suis partie avec une amie. Une amie qui, on est allé prendre un café ensemble et tout bonnement, on jase de voyage, on jase de l'Inde. Et autour d'un café, en 2 heures, on a décidé, OK, on part en Inde, telle date. Alors, est-ce que ton amie, elle avait déjà été là ou c'était la première fois pour elle aussi? Oui, elle était allée il y a 10 ans. Okay. Qu'elle était allée en Inde. Elle avait quand même déjà une petite idée, mais malgré que ça a dû changer beaucoup, là. Effectivement, ça l'avait changé énormément des souvenirs qu'elle me reportait d'il y a 10 ans. Alors, déjà, ça me rapportait une petite sécurité. Mais il faut dire que partir 2 filles en sac à dos en Inde, c'est quand même quelque chose. Il faut avoir l'esprit d'aventure et beaucoup d'assurance, de confiance. Tu te sentais en confiance malgré tout? Oui. Il faut avoir confiance en soi. Ouais. Parce qu'en Inde, tu ne peux pas réellement avoir confiance aux autres. C'est le grand défi, le grand test de la vie. Comme je dis, c'est aller à l'université de la vie quand tu vas en voyage. Alors l'Inde, bien, tu ne peux pas faire confiance aux chauffeurs de taxi, tu peux pas faire confiance aux commerçants. C'est très difficile puisque les Indiens sont sont dans une certaine, on pourrait dire une détresse, mais en même temps non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est te commander de l'argent, te commander des services. Et déjà qu'ils voient que tu es blanc, que tu as la peau blanche, alors c'est une proie facile. Puis t'es riche. Dans le fond, exactement. Pour eux, t'es riche. Puis, dans le fond, c'est le côté matériel qui ont besoin plus que nous, là. Exactement. Donc, on est attirant pour eux, là. Oui. En plus de femmes, alors là, on était la proie, c'était... Et en ce sens, pour ma part à moi, ça me fait travailler énormément la confiance en moi-même. De pas avoir confiance aux autres, mais d'écouter ma petite voix à l'intérieur. D'écouter mon feeling à l'intérieur. Est-ce que je dois aller visiter ce temple-là? Est-ce que je dois faire confiance, là? Est-ce que je peux prendre ce taxi-là? Il y a personne qui me le dit au côté. Il y a personne à qui que je peux me reporter. C'est vraiment à moi-même. Alors, par chance que j'étais avec une de mes amies, mais il y a des moments où je pouvais passer 2 jours seule. Après ça, on se retrouvait à un endroit et on était libres toutes les deux de faire notre aventure. Malgré tout ça, t'es-tu senti quand même en sécurité tout le long? Ou t'as eu des moments de doute parfois? Je vais t'avouer qu'il y a un moment que je n'ai vraiment pas aimé. Il m'en faut beaucoup. Bien sincèrement, je suis une aventurière dans l'âme. Je voyage depuis très, très, très jeune. Depuis l'âge de 12 ans que je voyage. J'ai commencé à prendre l'avion très jeune, très tôt. Et oui, il y a une fois, en fait, c'était à la fête, le Holi Delhi. En Inde, c'est la fête des couleurs qu'on appelle, la fête des couleurs indiennes. J'étais à Delhi, dans la grande capitale de l'Inde. Et c'est là aussi que cette journée-là, il y a des gens partout, ils tirent des couleurs. C'est super beau. Mais c'est là qu'il peut y avoir des viols, c'est là qu'il peut y avoir des agressions. Et on était 2 filles en plein milieu de la ville.
Et oui, il y a un moment où j'ai été encerclée d'hommes et je ne voyais plus rien. Ça m'a permis de vraiment me rendre plus forte, de me rendre plus grande, mais d'écouter encore plus ma petite voix. En fait, pour vous raconter ce fait, on était autour dans le centre-ville de Delhi. Et là, il y a un groupe d'hommes qui arrivent avec plein de poudre de couleur qui nous tire sur nous pour nous colorer. Et il y a une poudre de couleur qui arrive dans mes yeux. Et là, je ne vois plus rien. Mais les autres font ça dans le sens que c'est comme une fête un peu? Oui, c'est une fête. Une fête colorée pour... Ouais. OK. Mais... colorer des couleurs sur du blanc, c'est encore mieux. Alors, ouais, c'est ça. Alors, nous, on était le tableau parfait. Alors, en ce sens, c'est cela. J'avais reçu de la poudre de couleur dans les yeux et je ne voyais plus rien. Et je me faisais tirer encore de la poudre de couleur autour de moi. Alors, j'ai eu un petit moment de panique à ce moment-là, jusqu'au temps que je retrouve la vision. Et quand j'ai retrouvé la vision, je sais, OK. Ouais, ça m'a permis soit un petit peu plus prudente, soit un petit peu plus, c'est de pas faire confiance non plus à n'importe qui. Alors, je suis contente, ça m'est arrivé au début de mon voyage. Comme ça m'a permis de me préparer et d'être beaucoup plus outillée pour mon prochain vigilante, voyage. Disons. Oui, exactement. Alors, c'est cela. Et c'est comme ça que mon aventure en Inde a commencé. Et je suis partie la première fois 3 semaines. C'était, on pourrait dire, un casse-tête, puisque ce n'était pas du tout prévu dans mon agenda, qui est très cédulé d'avance, mon agenda. Alors, j'ai tout simplement fait un beau casse-tête et je me suis dit, j'y vais, je pars en Inde. Et j'ai visité tout l'endroit où ce que je vais aller dans 10 jours. Ça, tu as préparé, dans le fond, l'itinéraire pour ton moment que tu vas passer dans quelques jours. Là. Exactement. J'ai préparé l'itinéraire et au niveau de la préparation, bien, c'est au-delà de visiter les temples, de la préparation physique matérielle. C'est la préparation énergétique. Autant de pouvoir expliquer c'est quoi le choc culturel. Comment est-ce qu'on vit un choc culturel? On a beaucoup de personnes qui ont parlé de leur expérience de l'Inde, l'Inde, c'est une autre planète, un autre monde, effectivement. C'est tout simplement un autre monde. Mais comment est-ce possible d'expliquer ça aux gens quand moi... En premier, je ne suis pas été en Inde. Alors, c'est à ce moment-là que je voulais expliquer autant le choc culturel, mais utiliser également la géobiologie et mon ressenti, mes facultés pour aller ressentir les lieux. Si souvent, on va dans des temples, et quand il y a des temples, qu'il y a beaucoup de touristes qui vont dans les temples, l'énergie se déplace. Ne sera plus nécessairement dans l'hôtel du temple, ne sera plus nécessairement dans le temple, mais peut s'avoir déplacé à côté du temple, peut s'avoir déplacé sur une montagne qui est à côté. Alors, je suis allée pour cela aussi, voir où est-ce que l'énergie est la plus vibratoire dans les différents villages qu'on va aller visiter, dans les différents lieux. Alors, il y a des endroits où ce que les temples étaient vraiment beaux, d'une beauté, d'une splendeur, mais l'énergie n'était plus là. Alors, je suis allée voir, hop, l'énergie, elle est juste à côté. À ce moment-là, bien, j'ai fait des méditations dans cet endroit-là où l'énergie est, recevoir des messages, également me connecter à la Terre. Pour lorsque je vais retourner avec le groupe, bien, je vais savoir où me diriger. Je vais le savoir quelle sorte d'énergie est là. Est-ce que c'est une énergie qui est plus féminine? Est-ce que c'est une énergie qui est plus masculine? Est-ce que c'est relié à un chakra de la Terre? Est-ce que c'est une énergie cosmique? Alors, c'est dans ce sens-là que je voulais faire le voyage également avant. C'est important, dans le fond, là. Fait que tu vas éviter beaucoup de détournements, disons. Tu vas aller directement au but, au fait, quand tu vas te rendre là-bas avec ton groupe. Oui. Oui. Est-ce que l'agence t'avait déjà déterminé des endroits précis à aller ou c'est toi-même qui as fait une recherche avant? Comment ça fonctionnait? On a déterminé l'itinéraire avant. Alors, par courriel, par des échanges, moi, je lui disais qu'est-ce que je voulais, quelles étaient mes intentions et qu'est-ce que j'offre. Alors, ce que j'offre dans les voyages initiatiques, c'est beaucoup la géobiologie, des enseignements également. Au niveau des enseignements, au niveau de l'âme, au niveau des chakras, de la canalisation aussi.
Alors, tout ce que je fais ici dans mon travail quotidien, je l'introduis en Inde différemment, adapté. Alors, c'est comme ça qu'on a adapté l'itinéraire. Eux, ils m'ont proposé des endroits. Comme je ne connaissais pas les endroits en Inde, simplement aller faire des recherches sur Internet. Tu es allé valider sur le terrain. Exactement. Alors, après mon parcours de 3 semaines en Inde, il y a des changements que j'ai faits. Des changements que je voyais... non, c'est pas comme ça que je veux que ça soit. Dans l'itinéraire, ça paraissait super beau, mais sur place, c'était pas la même chose. Alors, c'était important d'aller faire une validation. Et à ce moment-là, bien, on est allé, en fait, je vais aller dans le nord de l'Inde, qui est à Dharamsala, plus précisément à Mekloganj. Mekloganj, c'est l'endroit où le temple du Dalai Lama se situe. C'est vraiment extraordinaire à cet endroit-là, puisqu'il y a le mélange entre la culture tibétaine et la culture indienne. La culture tibétaine et indienne, ce sont deux peuples, deux religions très différentes qui, à la base, ne s'entendent pas réellement. Et fil en aiguille, puisque le temple du Dalai Lama, au départ, était au Népal. En fait, la partie tibétaine au Tibet. Et les Chinois ont tout simplement envahi leur pays, ce qui fait en sorte qu'ils ont dû déserter et venir se situer en Inde. Alors, l'Inde a tout simplement accueilli les Tibétains pour 100 ans sur les terres indiennes. Alors, ils ont fait un traité de 100 ans. Quand je suis allée, bien, ça faisait 50 ans déjà que les Tibétains sont sur les terres indiennes. Alors, les Indiens, au début, ils n'étaient pas très enclins à recevoir les Tibétains. Et ils avaient un certain froid au début, un mélange de cultures qui sont très différents. Et fil en aiguille, après 50 ans, il y a une harmonie qui s'est installée. Une harmonie qui s'est installée entre les Tibétains et les Indiens. La culture, c'est tout simplement mélangé ensemble. Et quand on va là à Mekloganj, c'est un endroit qui est super bien. L'énergie, elle est très belle et on sent cette harmonie qui est là. Alors, ça, bien, c'est un endroit où je suis allée visiter. C'est ce qui est vraiment surprenant de l'Inde, qu'il y a différents peuples et c'est, je pourrais dire, de ce voyage initiatique que j'ai fait et que je m'apprête à faire, bien, c'est vraiment aller voir le mélange entre les deux cultures. Pour faire le résumé de du périple que tu as fait cet hiver, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a... Puis comment est-ce que tu as réalisé que tu avais fait comme pas une évolution, mais tu as sûrement grandi à travers ça? Donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Puis qu'est-ce qui t'a... Dans quel aspect de ta vie t'a fait grandir? C'est après coup qu'on s'en rend compte. Après, quand on est dans le voyage, on le vit émotionnellement. On vit le voyage, on le vibre. Et quand on le vibre, on le mentalise pas nécessairement. Et c'est après coup qu'on réalise, oh wow! Ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'un autre. Ce qui m'a vraiment fait prendre conscience, c'est que là-bas, en Inde, lorsqu'on va sur les terres, on a l'impression que c'est chaotique, en quelque sorte. Il y a des poubelles partout, il y a des animaux qui se promènent dans les rues, les vaches sont mises en liberté, ils mangent les poubelles, il y a des klaxons, il fait chaud, c'est très dur, c'est pollué, il y a beaucoup d'odeurs. L'odeur, c'est un gros choc culturel quand on arrive... En Inde, juste à la sortie de l'aéroport, le premier choc, c'est les odeurs. Puis on s'entend pour dire qu'une personne comme toi, c'est hypersensible. Donc, tu devais être bombardé d'informations olfactives et de toutes les sortes, là. Exactement. Alors, c'est un gros choc pour moi. Wow. Oh là là, mais ça bouge pas. J'ai aucun moment pour me reposer. J'ai aucun moment pour me déposer à l'intérieur de moi. Ça n'arrête jamais. Mais c'est quand j'ai réalisé que je vois les Indiens
Et à l'intérieur d'eux, ils sont tellement calmes. Ils ont un calme. Ils ont une béatitude. Ils sont pas stressés face à un environnement qui est chaotique, qui bouge sans cesse, Et pourquoi? qui a du bruit. Et comment tu expliques ça? Et là, bien, ça me permet de prendre conscience que eux ne sont pas portés sur le matériel, mais sont portés sur leur évolution, sur le respect de la famille. La famille, c'est très important. Eux, également, ils ont une religion, mais la spiritualité, c'est la base de leur vie. Et eux, le matériel n'est pas la base de leur vie. C'est ce qui peut avoir une importance dans les derniers plans. Et nous, au Québec, en fait au Québec, je parle du Québec, mais en Occident, c'est tout à fait le contraire. Si on va voir à l'extérieur, tout est rangé dans les rues, il n'y a pas de klaxon, tout est droit, les rues sont propres, juste nos terrains, la pelouse elle est verte, elle est tondue, les fleurs sont tout bien arrangées. Alors c'est notre confort. C'est le confort, c'est le calme. Alors on voit le calme qui est tout autour. Mais à quand l'intérieur, on regarde à l'intérieur, c'est là qu'on voit que c'est chaotique à l'intérieur. C'est là qu'on voit que, oh là là, ce qu'on retrouve à l'extérieur, quand on va en Inde, on retrouve cette partie chaotique, bien nous, on le retrouve à l'intérieur de nous. Et ce qui m'a vraiment fait quelque chose, la prise de conscience que j'ai eue, c'est pour me dire que, ici en Occident, on est correct dans notre fonctionnement. On pense que c'est la manière de fonctionner. Et eux autres, en Orient, eux, c'est la manière de fonctionner, elle est la bonne. Alors, eux sont corrects dans ce qu'ils font, et nous, on est corrects dans ce qu'on fait. Donc, on peut s'enrichir mutuellement. Exactement. Alors, ça me permet de prendre conscience, on n'a pas à juger l'autre pour sa coutume, pour ce qu'il est. On n'a pas à vouloir le changer, puisque lui, dans sa mentalité, dans son fonctionnement, dans ce qu'il a appris, il est correct. Et nous le sommes. On pense que c'est nous qui avons la bonne méthode. Et eux, ils pensent que c'est eux qui ont la bonne méthode. Ou bien on pourrait se juger sévèrement par rapport à cette culture-là qui est riche en spiritualité, puis dire, bon, nous autres, on est comme ci, on est comme ça, mais il ne faut pas se juger non plus, là. Hein? Tu es d'accord avec moi? On a chacun nos forces, nos limites. Exactement. Notre histoire. Oui, et c'est là que quand tu prends conscience que c'est de mettre un équilibre. Nous, on est dans un extrême et eux sont dans un autre extrême. Et c'est d'apporter cet équilibre-là. C'est la grande prise de conscience que j'ai eue lorsque je suis revenue de l'Inde. Oui, il y a eu beaucoup de prises de conscience qui ont été très, très personnelles également. Mais c'est des gros chocs. Également, lorsque l'on arrive en Inde, eh bien, c'est des gros chocs culturels, mais le gros choc culturel n'est pas nécessairement quand on arrive en Inde, mais c'est le retour dans ses anciennes bottines. C'est comme je dis, quand on part en voyage, on a nos bottines qui sont adaptées à nos pieds. Si on porte du 6, eh bien, on peut partir avec nos bottines que c'est du 6. Et quand on va en Inde, eh bien, on est dans d'autres bottines qui sont complètement différentes. Et quand on revient, on se rend compte que notre grandeur, le 6, n'est plus la même. Ça ne fonctionne plus. Alors, c'est d'ajuster les nouvelles bottines aux nouvelles coutumes. Également, la nourriture, c'est un grand choc culturel. Là-bas, en Inde, c'est très, très épicé. C'est végétarien. C'est pollué. C'est très pollué. Alors, il faut faire attention au niveau... Comme tu disais aussi tout à l'heure, il y a un peu aussi la vision la vision de la femme qui est là-bas par rapport à celle qui est ici, qui est très différente aussi. Ça doit causer un choc quand même, parce qu'on est privilégié ici, là. Malgré qu'il y a encore du chemin à faire, on est quand même une bonne base, on est protégé dans un sens. Ça doit faire quelque... Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est, là, tu prépares ton prochain voyage, mais pour les gens qui sont jamais allés, puis que c'est leur premier voyage, comment tu les prépares? Comment tu les conseilles pour s'organiser, se préparer autant physiquement que mentalement et tout ça? C'est quoi les bases de préparation pour aller dans un pays comme celui-là?
Premièrement, la base de la préparation, c'est beaucoup au niveau de prendre conscience que oui, tu vas avoir un choc, mais aussi de prendre conscience de ne pas t'attendre à quelque chose. OK, lâcher prise. Oui, ne pas t'attendre et de minimiser, d'être dans le minimalisme. Puisque quand on voyage, on est habitué de voyager avec des grandes valises. Alors, simplement les préparer, de dire que c'est dans le strict minimum. Là-bas, bien, on n'aura pas le confort que l'on connaît. Alors, les préparer dans ce sens-là. Quand je fais une préparation pour des voyages, bien, je prends contact avec chaque participant. Je fais des réunions pour leur expliquer la culture indienne, leur expliquer la culture tibétaine également, leur expliquer les chocs culturels, quoi emporter dans les valises, quoi ne pas emporter, quelles sont la nourriture également. La nourriture, c'est un grand choc. Également, au niveau de la préparation, bien, je vais aller dans la culture aussi spirituelle. Alors, je leur donne des mantras. Certainement que le mantra qui est très connu partout dans le monde, Om Mani Padme Hum, que c'est le mantra tibétain qui se retrouve à Dharamsala. Alors, je leur fais pratiquer les mantras. Quelle est la signification de ce mantra? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mantra de la compassion universelle. Alors, simplement, commencer à écouter ce mantra-là, mais avec toute la conscience, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Dans le fond, ils se préparent énergétiquement et spirituellement à être sur place. Exactement. Et également, physiquement, bien, je leur donne des produits naturels, je leur conseille les différentes villes, les petits détails. Très important, les détails au niveau, autant au niveau de la logistique. Alors, il faut tout que je t'aide au niveau de la préparation, oui, des bagages. Mais quand tu vas arriver là-bas, c'est quoi la monnaie, comment aborder les gens, le choc culturel au niveau des femmes, ce que l'on parlait tout à l'heure. Là-bas, bien, les femmes n'ont pas du tout le même droit que nous ici en Occident. Les femmes, il va beaucoup avoir de personnes qui vont quêter de l'argent, qui vont quêter de la nourriture. Oui, on a tendance à vouloir aider, à vouloir en donner, mais c'est un piège en quelque sorte. Quand tu en donnes, bien, ils vont t'harceler tout le long du voyage. Alors ça vient faire travailler sur soi, parce que ici, quand on voit quelqu'un qui a besoin, bien, on va lui donner de l'argent, on va lui donner du réconfort. Et eux, bien, oui, ils en ont besoin, mais par la suite, on pourrait dire, ils vont te suctionner, ils vont tout simplement en vouloir plus. Alors, c'est simplement leur dire que c'est correct. Dites-vous qu'on n'en donnera pas là, mais à la fin du voyage, bien, on va leur en donner. Alors, on ramasse de l'argent, soit que chaque personne donne un montant, puis à la fin du voyage, bien, on va pouvoir lui en donner. Soit des femmes qui traînent leur propre bébé dans leurs mains, et demande de l'argent, demande de la nourriture à l'enfant. Mais ça vient chercher les cordes sensibles à l'intérieur. Quand tu vois qu'il y a un bébé et qu'il dort, à se demander s'il dort ou il a été médicamenté pour dormir, pour avoir de l'argent. Alors ça, c'est tout un grand apprentissage, un grand choc culturel aussi. Alors, simplement se dire, je vais en donner, se rassurer, je vais en donner à la fin de mon séjour, à la fin de mon voyage. Alors, moi, ça, je trouve ça bien. J'aurais pas pensé à ça, de réunir cette somme-là à la fin pour être sûr de ne pas être dérangé par la suite. Oui. Hein? Est-ce que tu en fais harceler à différents endroits? Il y a des villes où c'est les femmes, d'autres villages où ça va être les enfants. Quand c'est les enfants qui viennent te demander de l'argent et que là, ils tirent sur ton gilet, ils tirent sur ton foulard. Je veux de l'argent, je veux manger. Alors, c'est lorsque tu attends jusqu'au temps que tu quittes l'endroit. Et là, c'est plein de préparations comme ça, des trucs aussi. Autant de préparation, il y a beaucoup d'insécurité aussi. Quand on part en voyage, il y a des insécurités d'aller dans un pays aussi loin, le transport. Alors, j'accompagne de A à Z. J'accompagne autant au niveau du transport en avion dans l'aéroport, comment que ça fonctionne l'aéroport, comment que ça fonctionne les avions, rendu là-bas, comment est-ce qu'on peut se préparer, quoi mettre dans nos valises, quoi ne pas mettre dans nos valises, également dans l'avion, des petits trucs que bien des fois qu'on se dit «
oh, j'aurais donc dû mettre cela dans mon bagage à main, j'avais besoin. Alors, c'est aussi simple, des petits trucs. Et même les transports sont particuliers aussi là-bas, là, de ville en ville. J'imagine que ça doit être c'est des transports avec beaucoup de gens dans la très comme on voit dans les films, là, c'est rempli. Rempli, là, même des gens sur le toit et tout ça. Oui, c'est quelque chose. Premièrement, les routes ne sont pas adaptées. Et les transports, c'est quelque chose, ça ne conduit pas du même côté que nous. Et ils sont toutes petites, les routes, ça roule très rapidement, c'est très, très, très collé. Et tu peux être dans un taxi ou bien dans un autobus et que beaucoup de personnes, les bus vont monter les montagnes. Et faut pas que tu regardes à l'extérieur puisque tu te dis, comment est-ce qu'ils vont faire pour passer? Comment, et quand tu vois un véhicule arriver devant le bus et tu te dis, il va-tu me rentrer dedans? Et là, la pression monte. Et ça, c'est un choc aussi. La première fois que j'ai pris le taxi de l'aéroport à mon hôtel, je me demandais, je veux-tu arriver? Mon voyage, est-ce qu'il va terminer tout de suite? Ça passe très près des autres voitures. Puis pourquoi vouloir aller là malgré toute cette cohue-là? Tu me disais avant l'émission que ton groupe il est rempli. Tu as un groupe d'une quinzaine de personnes, je pense, tu me disais? Oui, on est 14 personnes. Fait que c'est plein, là, tu as dû en refuser. Mais ces gens-là qui viennent avec toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Pourquoi ils viennent? Ils veulent aller en Inde avec toi. C'est quoi qu'ils recherchent principalement? À la base, c'est l'appel qui est à l'intérieur. Bien souvent, c'est un appel qui est inexplicable. On n'est pas capable nécessairement de mettre de mots. Pourquoi est-ce que je vais aller en Inde? Pourquoi pas l'Égypte? Pourquoi pas le Maroc? Pourquoi pas d'autres endroits? Mais c'est l'Inde. L'Inde, c'est un pays où c'est très, très vieux. Il y a eu beaucoup de mémoire, de culture. Alors, certainement, on a une partie des mémoires qui sont à l'intérieur de l'Inde. Alors, ça peut être une partie de nous. Et quand on va en Inde, on va se reconnecter à une partie de nous-mêmes, une partie de notre âme, de notre essence. Des fois, c'est des blessures qu'on a à l'intérieur de nous et que aller sur les terres indiennes, ça nous permet d'aimer ces blessures, de pardonner et de passer à autre chose. Même si on ne comprend pas nécessairement quelle est la source de cette blessure, le fait d'y aller, il y a des pardons qui se font. Il y aura des mémoires qui se délogent automatiquement. Alors ça, c'est tout à l'intérieur. Et les participants qui viennent avec moi, c'est leur appel qu'ils avaient de venir avec moi. Alors, je les introduis à la méditation, à la canalisation. Je fais des canalisations sur place, des enseignements. Alors, donc, tout au long de ton parcours avec ton groupe, tu leur fais comme tu disais, des méditations. Tu fais des canalisations de groupe ou individuelles? Comment ça fonctionne? Sur différents lieux, lorsqu'on va monter une montagne, on s'en va à Trioun, monter une montagne dans l'Himalaya. Et au-dessus de la montagne, l'énergie est très forte. Alors, là, je fais une canalisation sur place. Mais durant le séjour, je fais une petite canalisation par personne. Okay. S'ils ont des messages à recevoir, s'ils ont des mémoires à les déloger, je prends contact avec leur mémoire, leur âme. Parce que ça facilite également leur travail et leur cheminement, leur voyage initiatique. Un voyage initiatique, bien, c'est une initiation à soi-même. C'est une initiation à se connecter à soi. Alors, c'est un voyage qui est spirituel, qui est en consciente de A à Z. Ce qui fait que quand on voyage, je demande de ne pas avoir d'appareil électronique. Que tu ouvres ton téléphone à l'aéroport et tu vas le fermer. Tu vas fermer le téléphone à l'aéroport et tu vas le réouvrir à l'aéroport lorsque tu vas quitter. Hey. C'est en conscience. Quand on prend de la nourriture, on bénit sa nourriture, on remercie la nourriture, on remercie les lieux, on remercie les temples pour demeurer dans une fréquence vibratoire élevée. La technologie, c'est très efficace, ça fait très bien, mais ça nous fait des trous que j'appelle des failles dans notre système énergétique. Alors, le fait de vivre 2 semaines et demie sans avoir d'appareil électronique, ça nous permet de nous connecter à soi-même, d'avoir une plus grande force, une plus grande connaissance de soi.
c'est facile dans le monde ici, en Occident, avec les appareils, avec les téléphones, avec la vitesse de la vie, de ne pas prendre le temps d'aller s'intérioriser. Quand tu es 2 semaines et demie, où la seule personne que tu peux faire confiance, c'est toi-même. Alors, c'est là où ça fait le voyage spirituel, l'initiation à soi. Je trouve ça important, ce que tu dis là, parce que dans le fond, ça permet, comme tu disais, ici, on se connecte à nos gadgets électroniques. Puis si on peut prendre du temps pour se connecter à l'intérieur de soi, mon Dieu, je pense que ça fait des merveilles. Exactement. Et pour revenir également au téléphone cellulaire, on nous appelle les téléphones intelligents. Que je trouve de la merveille dans les téléphones intelligents, c'est que c'est l'extension de nous-mêmes. On est capable de communiquer avec quelqu'un qui est dans dans un autre continent, dans une fraction de seconde, avec un petit texto. On est capable d'aller sur Internet. Mais nous aussi, à l'intérieur de nous, on est identique au téléphone intelligent. Mais il faut aller à l'intérieur de soi. Alors, on va tout simplement retourner en soi pour se connecter à soi-même, pour devenir notre propre téléphone intelligent. Wow, je trouve ça fascinant, Marie-Julie. Je pense que les gens qui vont aller avec toi, ils vont se ressourcer énormément, ils vont apprendre énormément. Tu vas venir nous en parler après les fêtes, je pense, hein? Oui. Effectivement, je vais revenir après les fêtes vous parler de mon aventure. Mais l'aventure, ce qui est plaisant, c'est que moi, je reste jusqu'en décembre. Je reste 2 mois en Inde pour vivre mon expérience pour moi, me reconnecter à moi, devenir mon propre téléphone intelligent à moi-même. Et je vais revenir vous partager au mois de janvier. Et également, j'ai les dates pour mon prochain voyage en Inde pour 2019, qui va être du 27 octobre au 10 novembre 2019, qui va être dans le même endroit. Donc, les gens qui pourront pas y aller cette année, ils ont toute l'année pour se préparer et aller te consulter pour faire ce voyage-là. Comment qu'on peut... où est-ce que les gens peuvent te contacter? Sur les réseaux sociaux? Sur ta page Facebook? Tu as une page Facebook? Sur ma page Facebook, mon site Internet également, les informations vont être inscrites sous peu avant de mon départ. Je pars le 25 octobre, alors je pars sous peu pour l'Inde. Les informations du prochain voyage vont être sur mon site Internet, ma page Facebook également. Est-ce que tu veux nommer ton adresse de site Internet? Oui, c'est le www.marijuliecahouette.com. Alors, c'est aussi simple que c'est mon nom. Vous allez voir, c'est dans la page d'accueil. Vous avez l'onglet Voyage initiatique. Vous pouvez aller cliquer dans Voyage initiatique. Les informations, ils vont y être. Présentement, j'ai seulement les informations du voyage de cette année. Et là, bien, ils sont en train de se mettre en actualité pour... l'année prochaine. Et ce qui est plaisant lorsque je vais revenir au mois de janvier 2019, je vais vous parler de d'autres destinations également, d'autres destinations qui sont autres que l'Inde et encore des voyages initiatiques, des voyages en conscience. Alors, c'est un rêve que je réalise pour moi et que je souhaite qu'il puisse être réalisé pour les participants et pour chacun de vous. Et les auditeurs sont très choyés d'entendre parler, d'avoir ton témoignage à propos de tes voyages. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent en ondes, on est en train de faire un Facebook Live en studio qui est actuellement sur ma page Facebook puis que je vais partager sur la page de l'effet papillon. Et étant donné qu'on est déjà sur Facebook, il y a des gens qui t'écrivent des commentaires quand on fait des vidéos. Et je trouve qu'il y en a une qui a écrit quelque chose, elle s'appelle Mireille, que tu dois connaître, Mireille Lévesque. Oui. Je trouve qu'elle résume bien ce que tu nous as partagé ce matin. Je vais vous le lire, je trouve ça intéressant. Marie-Julie est très inspirante à continuer. Elle nous inspire à écouter nos cœurs, nos ressentis. Merci de ton témoignage. Donc, c'est vraiment ce qu'on retient, c'est exactement ça, c'est d'être à l'écoute de nos ressentis et être à l'écoute de notre appel. Quand on ressent un appel, c'est de passer à l'action, n'est-ce pas? Exactement. Écoutez, merci beaucoup. Tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission? Oui, parfait. Je reste avec vous. Donc, au retour, là, on s'en va en pause publicitaire, mais avant la pause publicitaire,